Faut-il créer une société pour investir dans l'immobilier? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV et notre nouvelle vidéo dédiée à l'investissement immobilier locatif. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que de nombreuses personnes se posent. Faut-il créer une société pour investir dans l'immobilier? Vous le savez, l'investissement immobilier locatif peut être un excellent moyen de diversifier son patrimoine et de générer des revenus passifs, particulièrement avec le levier du crédit, et cela même si les taux d'intérêt ont monté ces derniers mois. On sait que les taux réels, soit le taux des crédits moins l'inflation, restent négatifs en ce début 2023. Cependant, investir dans l'immobilier nécessite souvent un minimum de réflexion, un investissement initial plus ou moins important et généralement une gestion continue de la propriété. Lors de la recherche d'un bien immobilier locatif, il est important de tenir compte de plusieurs facteurs comme l'emplacement, la demande locative du secteur, la réglementation locale en matière de location et de propriété, ainsi que les coûts associés à l'entretien et à la gestion du bien. Il est également important d'appréhender les aspects fiscaux de l'investissement, tels que le régime fiscal dont dépendra votre bien, revenu foncier ou BIC, les déductions ou réductions d'impôts que l'investissement vous permet d'obtenir et les charges comme la taxe foncière par exemple. Concernant la question de savoir s'il faut créer une société pour investir dans l'immobilier, cela dépend de plusieurs facteurs tels que la taille de l'investissement, le nombre de biens que vous prévoyez d'acheter et votre stratégie de location. Créer une société peut en effet offrir des avantages fiscaux et une certaine protection juridique, mais cela peut également entraîner des coûts supplémentaires et des obligations légales. En somme, lorsqu'on investit dans l'immobilier, il est important de prendre en compte les contours, les coûts et les avantages de l'investissement, de comprendre les réglementations locales et de déterminer s'il est judicieux ou non de créer une société pour votre investissement. Mais voyons tout d'abord quel est le cadre idéal pour réaliser un investissement immobilier. C'est une question récurrente que se posent généralement les futurs investisseurs avant de se lancer dans une acquisition immobilière. Et ce cadre peut varier selon les objectifs et les préférences de chacun. Faut-il créer une SCI ou une SARL, voire une SAS? Quels sont les avantages d'un montage en société? Y a-t-il un intérêt fiscal dans telle ou telle stratégie? Par où commencer? Comment mettre en place son projet? Et comment obtenir un crédit pour obtenir un bien via une société? Mais revenons sur les fondamentaux qui permettront de ne pas se tromper dans le choix du bien. Dans un premier temps, bien sûr, l'emplacement est l'un des facteurs les plus importants lors de l'investissement immobilier. Recherchez des zones avec une forte demande locative et des perspectives de croissance à long terme pour assurer une valorisation du bien. Concernant le financement, assurez-vous d'avoir suffisamment de fonds pour acheter la propriété et pour couvrir les coûts supplémentaires tels que les taxes foncières, les frais d'entretien et les coûts de gestion de la propriété ou encore les dégradations éventuelles ou les loyers impayés potentiels. Si vous n'avez pas assez de trésorerie d'avance, vous prendrez le risque de ne pas pouvoir faire face dans le futur en cas de besoin. Par ailleurs, il est donc important de connaître les lois et la réglementation en matière de propriété, de location et de zonage avant d'investir. D'autre part, gardez en tête que tout investissement comporte un certain niveau de risque. Il est important de comprendre les risques associés à l'investissement immobilier et d'évaluer sa tolérance au risque avant de prendre une décision. Enfin, déterminez les objectifs de votre investissement immobilier avant de prendre votre décision. Est-ce pour générer un futur revenu locatif, pour la plus-value long terme, ou pour une combinaison des deux, pourquoi pas, ou encore pour transmettre à vos enfants? Bref, les raisons de l'investissement peuvent être multiples. Alors, pourquoi créer une SCI par exemple? En créant une société civile immobilière ou une SCI, vous allez bénéficier de plusieurs avantages en termes de gestion et d'organisation. En effet, la création d'une SCI peut permettre aux investisseurs de gérer leur investissement immobilier de manière plus efficace et organisée en ayant un cadre juridique dédié. En termes de protection de l'investissement, la SCI peut permettre de limiter la responsabilité des investisseurs à la société elle-même, ce qui peut protéger les biens personnels en cas de litige ou de faillite. Un autre point, et non des moindres, concerne la transmission du patrimoine, car la SCI peut faciliter la transmission du patrimoine immobilier à travers les générations en permettant une gestion plus facile et une répartition claire des parts entre les héritiers.
Enfin, en termes de fiscalité, la création d'une SCI peut offrir des avantages fiscaux tels que la possibilité d'amortir la valeur de la propriété et de choisir une imposition au régime de l'impôt sur les sociétés plutôt que le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, il est vrai que la création d'une SCI peut faciliter la levée de fonds auprès de plusieurs investisseurs et ainsi permettre d'acquérir des biens immobiliers de plus grande envergure. Cependant, il est important de noter que la création d'une SCI peut également présenter des inconvénients tels que des frais de création et de gestion, des formalités administratives plus complexes ou encore des contraintes en matière de cession des parts sociales par exemple. Il est donc important de bien réfléchir aux avantages et inconvénients de la création d'une SCI avant de prendre votre décision. Notez toutefois que la création d'une SCI offre la possibilité aux associés de fixer librement les modalités relatives aux prises de décision. Ainsi, toutes les décisions relevant de la compétence des associés sont prises conformément à ce qui est prévu dans les statuts. Cela permet d'éviter des blocages dans la gestion du bien lorsque les règles sont fixées correctement, d'où l'importance d'une parfaite rédaction des statuts qui devront être adaptés à la volonté commune des associés. Des bons statuts de SCI comportent un minimum d'une vingtaine de pages. Assez proche de la SCI, la solution de la SARL de famille est toutefois un peu moins connue. Et qu'il s'agisse d'une SCI ou d'une SARL de famille, il faut être au moins 2 associés pour créer l'une ou l'autre. Donc, comme son nom l'indique, la SARL de famille peut être constituée entre les membres d'une même famille. Elle sera imposée à l'impôt sur le revenu, aura moins de restrictions sur son activité et pourra exercer des activités commerciales comme la location meublée. Finalement, la SCI et la SARL de famille sont 2 formes juridiques qui présentent des similitudes et certaines différences. Par exemple, l'objet social de la SCI est généralement l'acquisition, la gestion et la location de biens immobiliers. En revanche, la SARL de famille pourra quant à elle exercer toute activité commerciale ou artisanale et n'a pas nécessairement pour objet l'immobilier. En ce qui concerne les associés, la SCI peut être constituée par une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, sans limitation de nombre. En revanche, la SARL de famille ne peut être constituée que par des membres d'une même famille, donc pas de personnes morales, comme les ascendants, les descendants ou conjoints dans la limite de 100 associés. Dans la SCI, la responsabilité des associés est limitée aux apports qu'ils ont effectués. En revanche, dans la SARL de famille, les associés sont responsables des dettes de la société sur leurs biens personnels, sauf s'ils ont opté pour un régime de séparation de patrimoine. En termes de gestion, dans la SCI, la gestion est assurée par un ou plusieurs gérants qui peuvent être des associés ou des tiers. En revanche, dans la SARL de famille, la gestion est assurée par un ou plusieurs gérants obligatoirement associés. Sur le plan de la fiscalité, la SCI est soumise à l'impôt sur le revenu, sauf si elle opte pour le régime de l'impôt sur les sociétés, qui peut être parfois plus intéressant. On peut également trouver des SCI soumises en partie à l'impôt sur les sociétés par les personnes morales associées et en partie à l'impôt sur le revenu par les personnes physiques associées. Quant à la SARL de famille, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu. Finalement, de nombreux investisseurs pensent qu'en créant une SCI ou une SARL de famille, ils échapperont à l'impôt sur le revenu. Mais c'est une idée reçue, car il faut savoir que de nombreuses SCI ou SARL de famille sont imposées à l'impôt sur le revenu et dans ce cas, l'impôt est directement adressé aux associés selon les parts détenues. En conséquence, le montage ne présente aucun intérêt fiscal puisque les associés sont imposés à l'impôt sur le revenu comme s'ils détenaient le bien en direct. En optant pour le régime de l'impôt sur les sociétés, l'imposition intervient uniquement au niveau de la société, mais dans ce cas, l'immeuble fait l'objet d'un amortissement. L'avantage est que l'amortissement permet, comme en location meublée, de ne payer que très peu d'impôts sociétés pendant de longues années. Mais lorsque les associés veulent obtenir un rendement de leur investissement, ils vont devoir distribuer des dividendes qui seront imposés soit à la flat tax de 30%, soit au barème progressif de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux. Et en plus, au moment de revendre le bien, les plus-values seront imposées comme des plus-values professionnelles et le montant de la plus-value sera calculé par la différence entre le prix de cession du bien et sa valeur nette comptable. Autrement dit, les amortissements réalisés sur le prix d'achat seront déduits du prix d'acquisition et cela viendra considérablement augmenter le montant de la plus-value sans bénéficier d'aucun abattement pour durée de détention. Dans le cas de la SARL de famille, cette dernière permettra de réaliser un investissement immobilier en location meublée
en limitant l'impact fiscal. Avec cette stratégie, les revenus sont imposés comme des BIC avec la possibilité de déduire l'amortissement comme pour une SCI. Mais la plus-value restera imposée au niveau du particulier sans tenir compte de l'amortissement et les abattements pour la durée de détention permettront dans ce cas une opération souvent plus intéressante. En conclusion, investir en immobilier via une société peut offrir des avantages fiscaux si elle est bien structurée, si les revenus générés sont réinvestis dans l'entreprise. Cependant, il est important de réaliser des simulations pour déterminer si cette option est la plus adaptée à votre situation. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment créer une SCI ou une SARL de famille. Eh bien, pour créer une SCI ou une SARL de famille, plusieurs démarches sont nécessaires. Déjà, il va falloir rédiger les statuts et réaliser les apports. Les statuts devront prévoir un maximum de situations, comme par exemple ce qu'il se passe en cas de décès du gérant ou même en cas d'incapacité de gérer. Et ce gérant, voire les gérants, devront être désignés dans les statuts. Il conviendra également de publier un avis de constitution au journal d'annonce légale et de réunir et d'envoyer tous les documents utiles à l'immatriculation de la société en vue de la demande d'immatriculation. Par ailleurs, si la création de la société prévoit l'apport en capital d'un bien immobilier, l'opération nécessitera la rédaction d'un acte notarié. Ces démarches auront un coût qu'il conviendra de prendre en compte en amont du projet. Il conviendra également de consulter les banques si la société doit recourir à un prêt pour financer son acquisition. L'un des avantages de faire emprunter la personnalité morale est d'augmenter la capacité d'emprunt car la banque bénéficie de plusieurs garanties et d'une plus grande latitude dans ce cas. Il faudra toutefois tenir compte de l'endettement de la société et des revenus à venir car les associés de la SCI seront responsables des dettes contractées par la société si ça se passe mal et la banque pourra poursuivre l'associé de son choix sur la totalité de la dette en cas de défaut de paiement. Toutefois, dans certains cas, le patrimoine de la société pourra être considéré comme une garantie supplémentaire par la banque qui financera le projet. Dans le prévisionnel, la notion de rendement sera essentielle. Et bien souvent, les investisseurs confondent le rendement brut et le rendement net. Pour rappel, le rendement brut correspond au rapport entre les loyers annuels bruts hors charge et le prix d'achat du bien. Par exemple, si le loyer annuel brut est de 12 000 € pour un bien acheté 200 000 €, le rendement brut sera de 6%, soit 12 000 sur 200 000 fois 100. Le rendement net correspond quant à lui au rapport entre les loyers annuels nets après déduction des charges et des éventuels travaux et le prix d'achat du bien, diminué des frais d'acquisition comme les frais de notaire, les honoraires d'agence, etc. Par exemple, si les loyers annuels nets sont de 6 500 € pour un bien acheté 200 000 €, après déduction des frais d'acquisition de 11 000 €, le rendement net sera de 3,43%, soit 6 500 sur 200 000 moins 10 000 fois 100. En fait, la différence entre le rendement brut et le rendement net réside donc dans la prise en compte ou non des charges et des frais dans le calcul. Le rendement brut est un indicateur simple et rapide à calculer, mais il ne tient pas compte des charges qui peuvent diminuer fortement le rendement de l'investissement. Le rendement net est plus précis car il prend en compte toutes les charges et les frais, mais il est plus complexe à calculer. Dans tous les cas, il est important de bien étudier ces deux indicateurs pour évaluer la rentabilité d'un investissement immobilier. D'autre part, le rendement sera différent selon la nature des loyers qui pourront être des revenus fonciers ou des revenus BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Les loyers perçus en revenus fonciers sont soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Les charges liées à l'investissement, telles que les intérêts d'emprunt, les travaux et les frais de gestion locative, sont déductibles de ces revenus, ce qui permet de déduire l'assiette imposable. Quant aux loyers perçus en revenus BIC, ils sont également soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, mais au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Les charges liées à l'investissement, telles que les intérêts d'emprunt, les travaux et les frais de gestion locative, sont également déductibles des revenus BIC, ce qui permet de réduire l'assiette imposable. Notez que les loyers perçus en revenus BIC sont considérés comme des revenus d'activité et impliquent la tenue d'une comptabilité. Les loyers perçus en revenus fonciers sont généralement plus simples à gérer et à déclarer, mais les loyers perçus en BIC offrent des avantages fiscaux plus importants pour les investisseurs qui sont prêts à gérer leur investissement comme une activité de type location meublée par exemple.
Il est important de bien étudier les deux régimes fiscaux pour déterminer celui qui convient le mieux à sa situation et à son projet d'investissement. Les BIC sont donc liés généralement à une activité de location meublée et la LMNP en SCI, c'est mal. En effet, le statut de loueur en meublé non professionnel permet à un investisseur de bénéficier d'un régime fiscal avantageux pour la location de biens meublés. Et en général, il est déconseillé de mettre des biens en LMNP dans une SCI pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour bénéficier d'un régime fiscal LMNP, l'investisseur doit être considéré comme un particulier et non comme une entreprise. Si les biens sont détenus par une SCI, la location peut être considérée comme une activité commerciale et l'investisseur perdrait alors son statut de LMNP. D'autre part, il sera considéré que la SCI est une entreprise en cas d'activité LMNP prépondérante et elle sera soumise dans ce cas, de fait, à l'impôt sur les sociétés. Enfin, contrairement à la détention via la SRL de famille, le bien loué en meublé par une SCI subira un amortissement réel et sera fortement fiscalisé en cas de revente. Et l'amortissement est un vrai sujet. Rappelons que l'amortissement immobilier dans une SCI ou une SRL de famille est un mécanisme comptable qui permet de déduire de manière progressive la valeur du bien immobilier sur plusieurs années. Il se calcule en fonction de la valeur du bien immobilier et de sa durée de vie envisagée comptablement. Par ailleurs, l'amortissement s'applique à l'immobilier lui-même et aux équipements et mobiliers fournis dans le cadre d'une location meublée. Il permet de déduire fiscalement une partie de la valeur de ces derniers sur plusieurs années, ce qui permet de réduire l'impôt sur les revenus locatifs. Dans le cadre de la location meublée, nous parlerons d'amortissement fictif par composante. Fictif car on considère qu'un bien immobilier est amorti alors qu'il ne l'est pas vraiment. Ainsi, l'amortissement du bien et de ses équipements permet de créer un déficit fiscal alors même que le bien immobilier lui-même continue de générer un revenu locatif positif. Cela permet d'optimiser la fiscalité et de maximiser le rendement locatif de l'investissement immobilier tout en respectant les règles comptables et fiscales en vigueur. Et par composante, en lien à la méthode d'amortissement comptable utilisée pour les biens qui sont constitués de plusieurs éléments ayant des durées de vie et d'utilisation différentes. Cette méthode permet de prendre en compte la valeur résiduelle des éléments et leur durée d'utilisation pour déterminer la période d'amortissement. Cette méthode est notamment utilisée pour les investissements immobiliers où l'on peut distinguer plusieurs composantes telles que la structure de l'immeuble, les équipements, les aménagements intérieurs, etc. Chacune de ces composantes peut avoir une durée de vie et une valeur résiduelle différente et l'amortissement par composante permet de prendre en compte ces différences pour déterminer l'amortissement annuel. L'avantage de l'amortissement par composante est qu'il permet de refléter de manière plus précise la dépréciation de chaque composante du bien immobilier et de prendre en compte les coûts de maintenance et de réparation qui y sont associés. Cela permet ainsi de mieux planifier les investissements futurs et de mieux gérer la trésorerie de l'entreprise. Ces éléments ont donc un impact sur le rendement de l'opération et d'ailleurs, on parle souvent de rendement double net, voire triple net ou triple net yield en anglais. Dans le cadre d'investissement immobilier, pour désigner le rendement net d'un bien immobilier, déduction faite des taxes foncières, des frais d'assurance et des coûts d'entretien, de la fiscalité, des prélèvements sociaux, etc. En d'autres termes, le rendement triple net mesure la rentabilité réelle d'un investissement immobilier en prenant en compte tous les coûts associés à la détention du bien au-delà des charges locatives ordinaires, telles que les charges de copropriété par exemple. C'est un indicateur important pour les investisseurs qui souhaitent évaluer la rentabilité nette d'un investissement immobilier. Le rendement triple net est généralement considéré comme un indicateur de rentabilité plus fiable que le rendement net ou le rendement brut, car il prend en compte la totalité des coûts, dont les provisions pour travaux futurs par exemple, ainsi que tous les frais qui peuvent représenter une baisse de rendement pour les investisseurs. Alors est-il préférable de louer un bien nu ou meublé ? Comme on le sait, le rendement d'un investissement locatif dépend de nombreux facteurs tels que la localisation du bien, son état, son prix d'achat, le marché locatif, l'impact fiscal de l'opération sur le loyer, sur la revente, etc. Il est donc difficile de faire une comparaison générale entre un investissement locatif
en location nue et un investissement locatif en location meublée. Cependant, voici quelques éléments à prendre en compte concernant les revenus locatifs. En règle générale, les loyers d'une location meublée sont souvent plus élevés que ceux d'une location nue, car le locataire bénéficie d'un logement équipé de meubles et d'équipements. Cependant, il convient de vérifier les niveaux de loyer pratiqués sur le marché locatif pour chaque type de bien et de localisation. Sur le plan fiscal, la location meublée peut offrir un régime fiscal plus avantageux que la location nue, notamment en permettant de déduire plus de charges, amortissement du mobilier, frais de gestion, etc. et en bénéficiant d'un régime d'imposition spécifique. Il est important de bien comprendre et de simuler l'impact fiscal de chaque opération pour évaluer le rendement futur de l'investissement. En termes de vacances locatives, avantage à la location meublée bien entendu, qui peut offrir une plus grande souplesse en termes de durée de location et de rotation des locataires, d'autant plus lorsqu'il s'agit de résidences-services telles que des résidences seniors ou étudiants, avec un exploitant locataire qui sera redevable des loyers que le bien soit loué ou non. Notez toutefois que le coût d'acquisition d'un bien en location meublée peut être plus élevé qu'en location nue en raison du coût du mobilier et des équipements. Cependant, il est possible de récupérer la TVA sur le prix du bien et des équipements, même pour un particulier, et de bénéficier d'un amortissement plus élevé. En résumé, l'investissement locatif en location meublée peut offrir un rendement supérieur à celui d'une location nue, mais cela dépendra des spécificités de chaque investissement. Il est important de bien évaluer les coûts et les avantages de chaque option avant de prendre une décision. Enfin, on nous demande souvent comment passer de la location nue à la location meublée. Eh bien, pour passer d'une location nue à une location meublée, il est nécessaire de réaliser plusieurs changements, notamment au niveau du contrat de location et de l'équipement du logement. Les étapes à suivre sont donc la modification du contrat de location, car le bail doit être modifié pour inclure les nouvelles dispositions propres à la location meublée, comme la durée minimale de location, le détail des meubles et des équipements, le loyer et les charges, etc. Ensuite, la location meublée impose de fournir un équipement minimum qui doit être en adéquation avec la définition donnée par la loi. Cet équipement peut être plus ou moins important en fonction du type de location meublée envisagée. Elle implique également de changer de régime fiscal pour relever du régime des bénéfices industriels et commerciaux ou BIC au lieu du régime des revenus fonciers. Il est donc nécessaire de réaliser les formalités pour changer de régime fiscal et éventuellement abandonner les déficits fonciers courants. Il sera également nécessaire de faire les déclarations utiles. En effet, les propriétaires doivent procéder aux déclarations nécessaires à l'activité de loueur en meublé auprès de l'administration fiscale, comme la déclaration de début d'activité pour les régimes des BIC. Notez que les conseillers Centaure Investissement se feront un plaisir de vous accompagner dans le passage de la location nue à la location meublée de vos immeubles. Une stratégie qui peut s'avérer très intéressante pour recycler entre guillemets les immeubles acquis en loi Robien, Besson ou Cellier, etc. Et pourquoi pas réaliser une vente à soi-même pour optimiser la stratégie. Je vous invite à ce titre à regarder notre vidéo sur le sujet OBO, la revente à soi-même, comment ça marche. Alors en clair et pour conclure, si vous possédez un bien immobilier en location nue, passez à la vitesse supérieure et augmentez votre rentabilité en optant pour la location meublée. Avec notre accompagnement personnalisé, faites de votre investissement un succès rentable et pérenne, facile à transmettre si la transmission fait partie de vos objectifs. En résumé, l'investissement immobilier en société peut vous permettre de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse et de maximiser votre rentabilité locative. En choisissant entre la SCI et la SRL de famille, vous pourrez opter pour la structure la plus adaptée à votre situation. Si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à consulter les conseillers Centaure Investissement pour vous guider dans vos choix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout pensez à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Pour ma part, je vous retrouve sur la vidéo hebdo sur la semaine éco et placement dès vendredi sur TikTok et nous nous retrouverons le dernier jour du mois pour la sortie de la Centaure News, la newsletter de Centaure Investissement avec l'édito du décapant Christopher Dembick. Vous êtes toujours plus nombreux à nous retrouver et à vous abonner à tous ces supports ainsi qu'à notre application Centaure Investissement Connect et nous vous en remercions. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.
Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.